Bonjour à vous à la maison. Avec cette magnifique journée aujourd'hui, Claudine et moi, on est venus se rencontrer dans le potager collectif du lac Paquin situé à Val-David. Salut Claudine! Allô Annick! Merci beaucoup d'être encore avec nous aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Merci d'être venue. Si jamais vous n'avez pas vu les émissions précédentes, on a déjà fait 2 émissions avec Claudine sur le semis. Dans le fond, Claudine, tu es propriétaire de l'entreprise Croque Paysage à Val-David, une jardinerie importante, jardinage écologique et biologique. Oui, bien, je suis surtout conceptrice d'aménagement paysager comestible, autant au niveau résidentiel que collectif. Et on est fournisseur, producteur bio de plantes comestibles en pot pour la réalisation de jardins comestibles. Et on encadre les gens dans la réussite de leur projet. Bravo. Merci pour nous tous. Et donc, toi, tu t'impliques avec le potager collectif ici. Dans le fond, le potager collectif, c'est un lieu de rassemblement de jardinage à Val-David, j'ai dit au lac Paquin, chapeauté par la coopérative Cultiver Val-David. Oui. Puis toi... Cultiver Val-David, dans le fond, c'est une coopérative de solidarité qui compte maintenant plus de 300 membres qui existent depuis presque 14 ans. Moi, je suis membre fondatrice de la coopérative. Je suis aussi membre de soutien. Et la coopérative a comme 2 jardins maintenant. Donc, le jardin communautaire au Parc Dion dans le village, dans le cœur villageois à Val-David. Et le nouveau jardin ici au lac Paquin, qui est un jardin collectif que je coordonne bénévolement. Donc, je l'ai planifié. On l'a installé avec les membres l'automne dernier et là, dans le fond, je le coordonne à chaque semaine depuis la fin avril cette année. Ça a énormément poussé encore cette semaine, là, vous allez voir. Là, je tiens... Donc, une fois par semaine, avec les participants, on se rencontre, on jardine ensemble et on se divise les récoltes. Donc, tu sais, j'ai vraiment amené les semences, les plantes. C'est moi vraiment qui planifie tout. Puis donc, c'est vraiment le fun pour les gens de ma communauté parce que c'est mon quartier ici. Ils sont très chanceux parce que c'est quelque chose que je fais professionnellement. Mais je le fais bénévolement pour les gens de mon quartier. Moi, il y a plein de choses que je pensais pas aimer, que j'aime parce que c'est moi qui le fais pousser. Fait que c'est pour ça que j'ai misé sur quand même une diversité végétale ici, tu sais, pour qu'on ouvre nos... Tu sais, c'est comme le chou-rave. Qu'est-ce que vous avez fait avec le chou-rave? Pas encore, mais ça va être Ça se conserve très longtemps dans le frigo. Faut pas être encore dans le frigo. Okay. C'est bon? Tu l'as mangé comment, André? Oui, c'est bon. Le chou-rave, c'est le quoi? C'est-tu le C'est rond? le petit rond. Moi, j'ai coupé en fines rondelles, j'ai mis dans une salade. C'est bon. Oui, c'est ça. Faut que tu le fasses en julienne. Croustillant. En julienne. Ou juste en franche. OK. Mais ici, on n'a rien à faire à part récolter les... C'est un projet qui est appuyé et soutenu financièrement en partie par la municipalité de Val-David. Okay. On est sur un terrain de la municipalité de Val-David qui nous prête l'espace. Et Croque Paysage coordonne bénévolement et aussi finance principalement le projet au niveau du matériel. Ici, on a les épinards à récolter. Si on regarde, les fenouils, ils grossissent. C'est un fonctionnement collectif, donc c'est vraiment, c'est vraiment une relation qu'on construit au courant d'environ 20 semaines. Donc c'est vraiment comme c'est un engagement. On commence dès que possible. Dans le fond, dès que la neige s'est retirée, on était prêt pour implanter les légumes de fraîcheur, autant au niveau du semis que de la plantation. Puis cet été, comment que ça se passe, l'entretien, tout ce que je vois là, dans le fond, c'est le résultat de beaucoup de travail. Déjà, je ne l'ai pas précisé, mais on est à la mi-juillet. Oui. Donc... Je me rappelle pas exactement quelle date on a commencé concrètement dans le jardin, là, mais ça fait au moins, là on est mi-juillet, ça fait au moins 8, 9 ou 10 semaines qu'on se rencontre une fois par semaine ensemble pendant 2 heures. OK. Puis les bénévoles viennent, puis vous faites tout ce qu'il y a à faire ensemble. Oui, bien bénévoles, en fait, c'est des participants. Il y a un prix pour participer à l'activité. Okay. C'est pas gratuit, OK. mais ça vaut beaucoup plus que ce que ça coûte. Donc, c'est vraiment le fun parce que les gens apprennent énormément. On a planté où est-ce qu'elle nous disait qu'il fallait planter, puis là, tu sais, on le voit les récoltes, tout est bien clair, c'est de toute beauté. C'est le fun de jardiner dans ce temps-là. Pas de mauvaises herbes, tu sais, tout est bio, tout est pas d'insecticides. S'il n'y a pas de fleurs au bout, tu peux l'enlever. C'est de toute beauté.
On commence en faisant le tour du jardin, des besoins, on nomme qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à récolter. Et là, ensuite, tout le monde choisit sa tâche pendant 2 heures et on accumule les récoltes sur les tables à pique-nique à l'arrière. Hey, Puis à la fin, on divise équitablement les récoltes entre les gens. c'est commencé. Je vais me retenir, là, mais je voulais vous montrer à quel point il y a déjà des beaux pois mange-tout. Puis derrière vous, c'est les petits pois. Si vous prenez le temps de regarder, c'est l'autre variété qu'on a ici. C'est une variété qui devient grosse, ronde. C'est un pois mange-tout sucré. Il y en a un ici. C'est un mange-tout sucré. Puis dis-moi, Claudine, ce que je vois tout autour, là, dans le fond, comment ça a été pensé, ce jardin-là? Oui, bien, première étape pour implanter un jardin, on veut vraiment être plein soleil du matin Ouais. au soir au maximum. Ensuite, on veut s'assurer qu'on est loin des grands arbres parce que les grands arbres vont coloniser le sol de notre potager et idéalement, on veut être connecté au sol existant quand on jardine dans le potager. Et donc, si on est connecté au sol existant puis qu'il y a des racines de grands arbres à côté, ils vont rentrer directement en C'est compétition. Et là, on va devoir, on va perdre à chaque année contre, tu sais, au niveau de la production. Puis on va devoir fourcher son sol à chaque printemps. Oui. Puis même à ça, on n'arrivera pas à des super récoltes. On Donc, se bat un peu contre la nature, là, quand il y a des ouais. racines de grands arbres. Ils prennent l'eau, ils prennent les nutriments. C'est ouais. ça, c'est Donc, une réalité. si on n'a pas le choix, Ouais. parce qu'il y a des grands arbres autour, ben à ce moment-là, il faut être affranchi du sol. On peut donc surélever. Exact. Mais si on peut, on privilégie Idéalement. le sol Oui. d'origine Oui. parce qu'il y a une structure, il y a une texture, il y a des micro-organismes, il y a des vers de terre, il y a toute une vie microbienne dans le sol là, à la base. tu sais. Oui, puis ça permet aux racines des plantes d'aller puiser en profondeur Oui. les nutriments, les minéraux, l'eau, aux besoins. Donc, ça fait un jardin qui est beaucoup plus résilient. Ouais, ouais. Reste que tous les sols sont à travailler. Il y a juste 4 des sols québécois qui sont parfaits pour la culture d'un potager. Donc, initialement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des échantillons de sol. Ouais. On les a analysés chez Croque Paysage au niveau de la texture, du pH, parce que tous les sols des Laurentides sont naturellement, la plupart, sablonneux et acides. Et les légumes ont besoin d'un sol neutre et à la texture plus laumeuse. Donc, il faut absolument tester son sol puis l'améliorer dès le départ de manière naturelle si on veut avoir des résultats puis être connecté au sol, puis avoir un sol donc, qui évolue de plus en plus. Quand on améliore d'un coup la texture du sol au départ, la création du potager, bien, directement, la structure va évoluer, ensuite la vie du sol, comme tu nommais, puis ensuite la productivité. Qui vient avec, veut ouais. pas, tel qu'on le voit ici. tu sais. Oui, on veut être dans la prévention plutôt que dans la gestion de pathogènes, de maladies fongiques, d'insectes bénéfiques. Quand une plante est attaquée, c'est parce qu'à quelque part, elle n'est pas capable de métaboliser les ressources du sol pour sa croissance. J'ai quand même envie de faire une petite parenthèse ici parce que ce que tu viens de dire, c'est vraiment important. Là. Faites faire une analyse de votre sol. Quand vous commencez à jardiner, ou si vous jardinez, ça va bien, mais tout d'un coup, vous rencontrez des problèmes, vous remarquez que ça pousse moins bien, les plantes sont moins fortes, il y a plus de pathogènes, comme tu dis, des maladies ou des insectes. Le sol, les plantes nous parlent finalement et ça vient du sol. C'est la base. Donc, c'est facile de prendre un échantillon de sol, d'envoyer ça dans une jardinerie spécialisée qui, eux, vont faire une analyse, pH, texture, tout ça. Puis, ils vont vous faire une recommandation. Vous allez pouvoir corriger votre sol. Puis, vos plantes vont être vraiment plus en santé. C'est une petite intervention, mais qui vaut de l'or, selon moi. Là, tu sais. Ben oui. Bon, merci d'en avoir parlé. Ça me donne la chair de poule. Alors, je remarque ici que toi, tes planches, tu les as organisées par, moi, je dirais organes comestibles, mais on pourrait dire catégorie de légumes. Hein? Peux-tu m'en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui. Bien, d'abord, ce qui simplifie beaucoup la culture, parce que les légumes, c'est une gestion annuelle. À chaque année, ils vont mourir rendus au gel. Donc, à chaque année, on va devoir ressemer, replanter. Donc, idéalement, on veut des planches de culture qui sont tous égales, parce qu'on va idéalement faire une rotation de culture. Et ici, on a divisé notre rotation de culture en 4 catégories. Les légumes fruits, tous les légumes dont on mange le fruit, les tomates, les poivrons, les piments, les aubergines. Donc, ce sont tous les légumes qui vont avoir une croissance végétative, faire une fleur. La fleur va se transformer en fruit et c'est le fruit qu'on mange. Très Donc, on exigeant. les appelle les légumes fruits et ce sont les plus exigeants. Donc, on les met ensemble parce qu'ils sont très gourmands et ils ont les mêmes besoins.
Ensuite, il y a les légumes feuilles, tous les légumes dont on mange les feuilles. Donc, les épinards, le kale, les choux, les bêtes à cardes, les oignons verts, la roquette. Ouais. Eux, c'est des légumes qui sont gourmands aussi parce qu'on mange la feuille. Ils ont besoin d'avoir une croissance végétative, mais ils sont moins que les légumes fruits. Et aussi, ils ont besoin d'un arrosage constant. Ils aiment beaucoup la fraîcheur. Donc, on les regroupe ensemble. OK. Ensuite, les légumes racines, tous les légumes dont on mange la racine, les carottes, les navets, les betteraves, le rutabaga, les patates, eux sont beaucoup moins exigeants et ils ont aussi besoin d'un arrosage régulier. Et finalement, les légumineuses, les petits pois, les gourganes, le soya et edamame, qui, eux, au contraire, sont hyper frugales. Donc, on les met en dernier dans la rotaculture. Même, ils vont fixer l'azote de l'air dans le sol naturellement. Et l'azote, c'est ce que les plantes ont besoin en priorité pour leur croissance végétative. Donc, on termine la rotation de culture avec eux et on recommence au même endroit avec les légumes fruits l'année suivante qui, eux, sont les plus exigeants. Donc, au final, on va avoir beaucoup moins de ressources d'intrants extérieurs à rajouter dans notre sol parce qu'on suit le besoin des plantes. Et on va éviter les problèmes, ou en tout cas limiter les problèmes d'insectes ravageurs et de pathogènes dans le jardin, parce que, dans le fond, en les regroupant, parce que ces types de légumes-là vont, dans le fond, attirer le même genre de problématiques. Donc, en les regroupant ensemble, on peut leur mettre des toiles anti-insectes, par exemple, leur octroyer les besoins dont ils ont, leurs besoins qui sont propres à eux. Plus dans spécifique, ouais. dans le fond. Là, tu viens de dire une panoplie d'informations. Je me disais dans ma tête, mon Dieu, qu'on pourrait faire une émission sur chacun de ces thèmes-là. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez bien vu, comme moi, que Claudine, c'est une experte des potagers, puis que dans le fond, c'est la référence. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, si vous voulez acheter des plants en début de saison, c'est croque-paysage qu'il faut aller voir dans les Laurentides, là. Et donc, c'est ça. Pour en revenir à ce que tu disais, dans le fond, ça fait le lien avec la rotation des cultures, tu sais, qui est un principe vraiment important. Ouais. Puis, tu as parlé aussi de pathogènes. Donc, finalement, en regroupant nos légumes, hein, si je fais une petite... en regroupant nos légumes par catégorie, on peut facilement faire la rotation, on peut facilement leur donner les soins de fertilisation ou de protection de filets nécessaires. Puis donc, ça simplifie en quelque sorte notre jardinage. Oh oui, tout à fait. Et tout ça, ce ne serait pas possible si on n'était pas encadré d'une magnifique clôture Oui. de 7,5 pieds de haut. Là. Oui, avant même de jardiner, une chose qu'il faut penser, c'est oui, l'ensoleillement, mais en deuxième lieu, la protection de notre espace de culture parce que c'est vraiment démotivant quand on a quand on se fait manger nos récoltes Ben oui. par les marmottes, les chevreuils, les lièvres, on perd rapidement motivation. Puis, donc, initialement, là, on veut régler ce problème-là potentiel à la base. Mais c'est même pas potentiel, c'est comme Ben ouais, automatique dans les Laurentides, là. Donc, ici, on a une clôture permanente sur une ligne du jardin. Le reste, c'est une clôture temporaire parce OK. que pour des raisons de budget, mais aussi parce oui? qu'on espère l'agrandir, notre jardin, selon la demande un OK. jour. Donc, c'est une clôture de 7 pieds et demi, 8 pieds contre les chevreuils. Puis, à la base, oui, Dans le sol, ou non, elle n'est pas rentrée dans le sol. Non. Ce qu'on a fait, c'est qu'on ne le voit pas, mais le sentier du pourtour ici, c'est un sentier en géotextile tissé, très épais, là, sur lequel on est venu mettre le paillis du sentier et on a joint, dans le fond, le géotextile avec la base de la clôture, avec des piquets en U à chaque 3 mailles. Ce qui fait que la marmotte, c'est impossible qu'elle puisse rentrer. Et pas juste la marmotte, aussi les mauvaises herbes en périphérie. OK. Ça aussi, c'est important à oui. planifier. Alors qu'à la base de notre clôture frost, c'est une barrière de racines de 2 pieds qu'on est venu enfouir dans le sol avec une pelle excavatrice. Oh. Elle est vissée sur des planches qui sont vissées sur les poteaux de la clôture frost. Donc, elle fait la même fonction que notre géotextile. Elle va empêcher, vous voyez là, l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez, mais on va le voir tantôt. Ouais. Il y a des herbes hautes chez le voisin, mais pourtant, de notre côté, il n'y a rien qui rentre parce qu'on a une barrière de racines qui fait aussi une barrière de marmotte parce que faut être une marmotte assez motivée pour creuser 2 pieds de profondeur. En tout cas, jusqu'à maintenant, les marmottes n'ont pas compris. les marmottes n'ont pas compris, les chevreuils n'ont pas sauté par-dessus la clôture, Ni les mauvaises herbes. ni les mauvaises herbes. Donc, ce qui nous reste potentiellement, c'est tous les insectes volatiles. Oui.
Ça fait le lien avec les filets que je vois en arrière de moi. J'adore me trouver dans un potager, c'est tellement beau. On est à la mi-juillet. Et là maintenant, aujourd'hui, dans cette capsule-ci, plus précisément, on va vous parler de comment vous faites pour contrôler, entre autres, les ravageurs. Là, on est entouré de toiles autour de nous. Il y en a de toutes les sortes. Est-ce que tu peux nous parler des toiles en général, s'il te plaît? Oui, bien, les toiles, on s'en sert pour suivre les besoins dans le potager, pour devancer et prolonger la saison de culture et aussi pour limiter les ravages des insectes ravageurs. OK. Fait que devant nous, là, dans le fond, on a une toile thermique qui est Ouais. comme un petit polar là, qui permet de rehausser la chaleur au printemps sur nos toiles. Puis, on a aussi une toile plastique qu'on peut mettre par-dessus la toile thermique au printemps et à l'automne. OK. C'est comme nous, en hiver, là, on va se mettre un polar, puis par-dessus, on va mettre une coquille. Si on met juste une coquille, on va avoir froid. Donc, on ne peut pas juste mettre une toile plastique, en tout cas la nuit, parce qu'on va perdre la chaleur rapidement. Donc, la nuit, on va s'assurer d'avoir une toile thermique et une toile plastique par-dessus. Sinon, le jour, on peut utiliser la toile plastique pour optimiser l'effet de serre, la chaleur du soleil. Oui. Tout au long de la saison, entre autres pour les légumes fruits. Et faut faire attention parce que cette toile-là, elle a des trous, elle est ventilée parce qu'on peut aussi cramer nos légumes. Et il faut faire attention parce que c'est pas tous les légumes qui aiment la chaleur en plein été. C'est pour ça aussi qu'on parlait dans le segment d'avant, de regrouper ensemble les légumes qui ont les mêmes besoins. Hein, quand on met les légumes fruits ensemble, eux, c'est des légumes de chaleur. Oui. Donc, on va pouvoir leur mettre une toile plastique en plein été. Ça va vraiment optimiser la croissance. Puis, on a aussi des toiles anti-insectes qui permettent, dans le fond, de faire une barrière physique contre les insectes ravageurs. Donc, ça nous permet justement d'éviter d'avoir recours à des produits phytosanitaires qui sont peut-être, oui, biologiques, mais qui sont questionnables, puis que c'est plate d'avoir. Oui. Veut pas, on perturbe aussi l'équilibre naturel de notre jardin parce que ça va avoir un effet aussi sur les insectes bénéfiques, ces produits-là. Donc, avec des toiles comme ça, on vient optimiser les cultures, puis on simplifie la vie aussi. J'ai envie d'en nommer quelques-uns. Je pense entre autres à la pierrite du chou, hein, qu'on voit, entre autres le petit papillon blanc qui tourne autour Il y de en nous. avait un qui volait à l'intérieur, en tout cas. Il est peut-être pris dans la toile. Mais il va falloir inspecter à Mais nouveau. comme lui, là. Lui, dans le fond, il fait des dommages sur les choux, il vient pondre ses œufs, les larves vont consommer les feuilles. Donc, quand la toile de filet est bien mise, hein, parce que c'est beau d'avoir une toile, mais il faut vraiment bien la mettre. Oui. Il ne faut pas que le papillon puisse passer. Hein? Oui. Bien, c'est ça, parce qu'on pourrait trapper le problème à l'intérieur. Donc, tu sais, quand on voit que les insectes commencent à arriver, on s'assure de tout éliminer les larves existantes, les papillons existants, puis ensuite, on va venir mettre la toile, puis on va essayer de la laisser, de la sceller le plus possible, Ouais. puis de la laisser en place le plus possible aussi. Mais de temps en temps, on va venir la retirer pour inspecter, s'assurer qu'on n'a pas trappé des insectes ravageurs à Oui, l'intérieur. effectivement. Hein. Si vous n'allez pas voir votre potager puis que trop souvent, bien, vous allez avoir des surprises. Donc, le Ouais. potager, on y va souvent. On s'implique, on regarde, on observe. Est-ce que ma petite feuille est grignotée? Comment qu'elle est grignotée? Elle a-tu juste des petits trous sur la feuille ou elle est grignotée par le rebord? Tu sais, c'est la façon que c'est grignoté, ça nous parle sur quel serait le problème. Ça pourrait être l'altise qui fait des petits trous, mais si c'est plus grignoté sur le rebord, c'est plus une chenille en général. Donc, Oui, puis souvent, les chenilles vont être vertes comme les tiges. Fait qu'il faut Ah vraiment ah! prendre le temps tu sais, de regarder en dessous de la feuille. Il peut y avoir des œufs qui sont collés. Oui. Tu sais, de regarder partout et de près. Puis on peut aussi utiliser une feuille blanche, hein, puis venir tapoter, la mettre sous les feuilles, puis venir les secouer au-dessus de la feuille blanche. Puis ensuite, on regarde notre feuille. Est-ce qu'il y a des êtres qui bougent? Est-ce que c'est des êtres ravageurs? Parce qu'ils peuvent être bénéfiques aussi. oui. Moi, cette année, j'ai beaucoup de problèmes avec les perce-oreilles. Ils grignotent ça, puis les vers gris. Ça me grignote mes semis. Là. Par exemple, j'ai fait mon semis de carottes. Ça m'est arrivé aussi l'année passée. Les semis de carottes étaient peut-être, je sais pas moi, 1 pouce de haut. Il y avait des vraies feuilles. Puis j'arrive un matin, puis il n'y en a plus. Puis là, ça fait quasiment 1 mois là, qu'ils sont semés là, pour avoir ce stade-là. Là. Puis là, fouille dans le sol, c'était le vert gris. Donc, depuis ce temps-là, une des méthodes que je faisais déjà, mais là, maintenant, je la fais pour chercher le vert gris, là, c'est le binage. Donc, biner
gratouiller le sol. Ça, c'est quand on n'a pas de BRF, par contre. Hein. Bien, j'imagine que vous pouvez biner quand même quand vous avez du BRF, Claudine? Oui, bien, on essaye de le moins possible Ouais. travailler le sol avec les méthodes que moi je préconise. Donc, c'est seulement qu'on vient fertiliser en surface que là, on va brasser un peu le paillis de feuillus pour venir intégrer le fumier en surface. Mais sinon, toi, tu touches le moins possible. Tu implantes. Dans le fond, là, je vais faire une parenthèse parce que j'ai parlé de BRF, bois raméal fragmenté. Je le tiens dans mes mains. On le voit sur toutes les planches de culture puis On dans va les partout. allées. Il y en a beaucoup, hein? Oui. Mais grâce à ça, c'est quoi son avantage, Claudine? Bien, le BRF, bois raméal fragmenté de feuillus, c'est comme c'est de la chip. Dans le fond, c'est du déchiquetage de branches de bois franc. Hein? Ça va venir comme créer un sol forestier riche de feuillus. Ça va attirer les bonnes bactéries, les bons champignons dans le sol et ça va retourner au sol en compost. Ça va aussi faire toutes les autres fonctions d'un paillis. Donc, ça va garder l'eau après une pluie. Ça va empêcher l'érosion du sol. Ça va aussi limiter la germination des mauvaises herbes. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, j'en mets partout. Même dans mes céréales le matin. Non, je mange pas de céréales le matin. C'est dur pour les dents. Mais oui, c'est ça. Il y a différentes méthodes, mais nous, on valorise vraiment le non-travail du sol. D'accord. Et parce que dans le fond aussi, ça va faire en sorte que ça va nourrir les micro-organismes du sol qui vont, dans le fond, ils vont détruire la matière organique, ils vont la digérer pour la rendre assimilable en humus aux plantes. D'accord. Donc, ils vont aussi faire la job du binage, là, de la grelinette aussi. Moi, c'est tous des outils spécialisés qu'on n'a pas de besoin dans les jardins que je crée parce que c'est vraiment la vie du sol qui va aérer le sol, qui va travailler pour nous. Puis on n'aura pas besoin là, d'avoir recours à ces outils-là. Merveilleux. Donc, on s'entend qu'il y a plusieurs façons de jardiner. Ce que tu viens de nous livrer là, c'est la méthode croque-paysage, mais c'est une méthode que tu as quand même peaufinée là, sur les 15-20 dernières années. Là. Oui, c'est ça. C'est un mélange, dans le fond, de permaculture, d'horticulture, de jardinage écologique, de maraîchage biologique. Tout ça dans un but de travailler le moins possible et de laisser la nature travailler pour nous. Moi, mon but, c'est de récolter, c'est pas de jardiner, de désherber. Donc, c'est toujours avec cette optique-là que je développe mes méthodes à faible entretien. Quand tu commences ta saison, avant l'implantation des plants et des semis, comment tu interviens justement? Tu as encore ton vieux BRF là, de l'année d'avant? Tu rajoutes-tu du compost ou c'est juste lui qui se décompose? Le fait qu'on ne travaille pas le sol après l'implantation initiale du jardin fait en sorte qu'on peut commencer très rapidement au printemps l'implantation de nos légumes de fraîcheur. Hein, on n'attend pas que le sol soit drainé. Dans le fond, dès que la neige s'est retirée, on peut utiliser des toiles plastiques comme ça qu'on met sur nos arceaux pour venir réchauffer le sol. Et ensuite, dans le fond, on va juste venir tasser le paillis dans un contexte de semis. On va remplir notre sillon de terre ou de compost selon le besoin du légume. Si c'est une plantation, on va juste tasser le paillis, on va jusqu'au sol existant. On va faire un trou, on va planter notre plante, puis ensuite, on va mettre du compost, mais en surface. Puis ensuite, on va rabattre le paillis. Donc, c'est vraiment les micro-organismes du sol, la pluie et les racines des plantes qui vont faire en sorte que la matière va arriver à la plante et on n'aura pas besoin de fourcher puis d'intégrer notre compost. Puis ensuite, au cours de la saison, on va venir ajouter du fumier de poule en granules pour fertiliser les légumes fruits et les légumes feuilles qui en ont besoin. Fumier de poule Actisol, un produit québécois. Ça, c'est une belle récupération, dans le fond, des fientes de poulailler. Puis il y a la formule pour les légumes feuilles, il y a une formule qui est adaptée pour des légumes fruits. On pourrait faire une petite parenthèse là-dessus. Dans le fond, il y a toujours 3 chiffres sur un sac d'engrais. C'est l'azote, le phosphore et le potassium. Donc, le premier chiffre, c'est l'azote. Donc, c'est plus favoriser les feuilles, la croissance végétative du plant. Le phosphore est beaucoup associé à la floraison et aux racines du plant. Puis le potassium est associé à la fructification, les fruits, puis aussi le bouclier, la force, la résistance de nos plants contre les insectes, les maladies, les ravageurs. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter vite là-dessus. Non, c'est parfait. Donc, on choisit notre engrais finalement un peu en fonction de ce qu'on cultive. On va pouvoir mettre ça dans une chaudière, puis c'est la même chose. On prend une poignée, puis on vient brasser dans le paillis autour. Puis on va voir que les tomates, il va falloir les arroser. Parce que quand
fertilise, on veut s'assurer que ça rentre dans le sol. Parce que s'il pleut pas, si on n'arrose pas, ça rentrera pas dans le sol tant qu'il pleut pas fort. Puis là, on peut voir que c'est encore pas trop dense, là, cette planche-là. Tu sais, on voit le paillis à travers. Ça veut dire que la pluie va facilement se rendre dans le sol, puis elle va pouvoir facilement rentrer le fumier de poule dans le sol. Mais nos tomates, on va voir que c'est déjà pas mal dense. Ça veut dire que même les grosses gouttes de pluie risquent de pas nécessairement faire rentrer notre fertilisant. Et donc ici, sur ton sol, présentement, je vois des tuyaux noirs. Oui, on est en train, c'est notre première saison de culture, hein, donc on est encore en pleine installation, on n'a pas fini, puis là, on est sur le système d'irrigation. Donc, idéalement, quand on plante des vivaces, des arbres, des arbustes, des herbacées vivaces, on ne veut pas avoir à installer un système d'irrigation. Les plantes vivaces ont souvent des racines profondes. Ils vont aller chercher leurs besoins dans le sol. On veut les rendre autonomes. On va nommer, par exemple, des bleuets, des camerises, des framboises, là, tout ce qui est vivace. Là, tu sais. Ça, c'est comme une bande à part. Oui. Dans le potager, on parle de légumes qui sont annuels, qui vont avoir peut-être, des racines profondes, mais qui vont avoir des besoins en arrosage plus demandants. Oui. Là, on est chanceux depuis quelques semaines. On a de la bonne pluie à chaque semaine, mais au printemps, on a eu chaud, on a dû arroser beaucoup. Et quand on arrose au potager, on ne veut pas arroser un petit peu à tous les jours parce que sinon, nos racines vont rester en surface et elles vont être dépendantes de nos arrosages. Puis aussi, quand on garde la surface de notre potager toujours humide, bien, on limite les échanges d'air entre l'extérieur et l'intérieur. Ça fait en sorte que nos micro-organismes du sol et nos racines qui respirent n'ont pas l'apport d'air qu'ils ont besoin. Donc, idéalement, quand on arrose dans le potager, on arrose énormément, mais peut-être juste une fois par semaine, de façon à ce que les racines puissent ensuite suivre l'assèchement du sol et croître de plus en plus en profondeur pour être de plus en plus autonome et indépendante. Et de cette façon-là, on a moins besoin d'arroser. Mais c'est long arroser comme il faut. Et donc, dans un contexte collectif, les gens ne sont pas nécessairement disponibles quand c'est le temps d'arroser. Donc, on valorise énormément l'installation d'un système d'irrigation. Ici, c'est un goutte à goutte. Il y en a 3 lignes par planche et on va arroser là, une fois par semaine. Avec une minuterie programmée. Oui. Puis on a 4 zones ici, 4 catégories de légumes et donc les 3 planches de légumes-fruits sont reliées ensemble. Comme ça, on peut arroser selon les besoins des légumes-fruits et ainsi de suite. Là, chaque catégorie a son arrosage spécifique. Donc moi, je suis les besoins d'arrosage puis je change la programmation en fonction. OK. Donc tu adaptes ton arrosage en fonction de la catégorie du fruit. Oui. Les légumes plus exigeants reçoivent plus d'eau. Oui. Puis tu connais... En fait, l'idée, c'est... Ça, c'est l'apprentissage du jardinier, là. Il faut, avec le temps, on apprend à connaître non seulement à quelle famille appartiennent nos légumes, tu sais, c'est-tu une cucurbitacée, une solanacée, bon, parce que là, dans la rotation des cultures, on ne l'a pas précisé tantôt, mais selon la famille, ils viennent aussi des ravageurs, tu sais. Donc, ce que tu nous livres là, finalement, c'est de l'expérience de jardinier depuis très, très, très longtemps. Puis avec les services de croque-paysage, dans le fond, toi, tu t'accompagnes, tu crées des jardins chez les gens. Oui, je les planifie, puis ensuite j'ai encore les clients dans la réussite de leur projet, puis je fais des capsules en ligne qui leur sont disponibles pour leur apprentissage, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Oui. Et moi, je ne veux pas prendre tout le monde par la main, puis je ne veux pas le faire pour les gens non plus. Donc, ça prend des gens qui veulent apprendre. Il faut vraiment vouloir apprendre. Oui. Moi, je facilite, dans le fond, l'apprentissage pour que les gens puissent faire pousser leur pouce vert rapidement, puis arriver à des récoltes de plus en plus productives. Dans le fond, la coriandre qui a redémarré, on pourrait la récolter au complet. Là. Vous voyez les fleurs blanches? Oui. En fait, on a 2 choix. On peut la laisser monter en graines parce qu'on utilise aussi les graines, les graines de coriandre dans la cuisine. Les fleurs sont comestibles aussi, les tiges, les feuilles. Puis on pourrait les couper ras-le-sol au complet comme on a déjà fait. Qu'est-ce que vous préférez? Les graines. Les graines? OK. C'est juste, quand ils vont être en graines, il va falloir s'assurer de récolter les graines. Sinon, ils vont se ressemer, puis là, ça va devenir un jardin de coriandre, c'est ça. Puis nos patates vont bien aussi. Elles sont super vigoureuses. Fait qu'on va pouvoir les re-renchausser dans une semaine ou 2
pour être sûr que les patates fourmées ne soient pas exposées à la lumière. C'est ce que je vous souhaite à la maison, des récoltes productives biologiques. Merci beaucoup, Claudine, encore une fois, de ta générosité. Merci à toi.